Année après année, il apporte la preuve que l'armée n'est pas la grande muette, qu'elle peut être éloquente à HEC, à Jouy ou à l'école militaire. Xavier Bout. Elle aussi, elle a veillé sur vous à Saint-Cyr, sinon vous seriez encore dans les bus de villes bizarres à chercher la sortie. Et elle a participé à ce concours depuis l'origine et depuis le premier tour, elle veille sur vous. Et elle veille sur Xavier aussi, c'est Astrid Appert. Il y en a une autre qui veille sur vous depuis l'origine, depuis les académies. C'est Nathalie Gobin. Malheureusement, elle n'est pas là car elle a un parcours spirituel très exceptionnel. Elle est aujourd'hui en Inde pour poursuivre sa quête spirituelle avec ceux qui l'embrassent et qui lui font du bien. Et on pense très fort à elle et on espère qu'elle nous envoie un petit peu de sa sagesse indienne. Mais elle nous a déjà envoyé son frère, Julien Gobin. Il était des vôtres il y a quelques années et maintenant il est la plume de Florence Parly, ministre des Armées, Raphaël Charpentier. À ce stade, c'est un moment rituel. Il y a dans ce concours des rites. Normalement, à ce moment, vous commencez à taper frénétiquement sur votre table. Oui. Oui, comme chaque année, il est là. Celui qui a porté le concours sur les fonds baptismaux. Il l'a créé. Il n'en a pas manqué une seule édition. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion unique pour vous de voir un directeur d'HEC, Bernard Ramanansou. Lui, la direction d'HEC, il y pense de temps en temps en se rasant. Mais comme il ne se rase qu'une fois tous les 3 jours, c'est moins grave. Et Loïc Perrache. Pour être la voisine d'Éloïc Perrache, j'ai choisi une fille jeune, belle, qui a monté plein de boîtes formidables, qui est engagée pour que les humains restent au cœur des entreprises, pour que les valeurs humaines restent au cœur des entreprises. Elle est la fondatrice du Boson Project. Elle a fondé plein d'entreprises, mais sa plus belle réussite, c'est celle qu'elle a créée il y a quelques semaines. 51 cm, 3 kg 2, elle s'appelle Eulalie. Et voici sa maman, Emmanuelle Duez. Sous le surnom de Gunther Love, il a été champion du monde de air guitare. Oui, ça existe. Il est actuellement à l'affiche du film Largué avec Miu Miu. Il était à Cannes avant-hier et il est avec nous ce soir. Mesdames et messieurs, la star absolue des Hernadettes, Gunther Love.
présenté le grand journal avec Michel Denisot. Elle a présenté la nouvelle édition sur Canal. Cette année, elle a présenté les victoires de la musique. Tous les jours, sur Europe 1 à midi, elle dit bonjour la France, mesdames et messieurs, Daphné Burki. Puisque nous allons parler de mai 68, il nous fallait un journaliste politique, en l'occurrence une journaliste politique. Elle est responsable du service politique de France Télé. Et il y a quelques mois, c'est elle qui a eu cette tâche impossible d'arbitrer le débat du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mesdames et messieurs, Nathalie Saint-Cric. Et enfin, il se chauffe pour Roland Garros. D'ici moins de 8 jours, vous le verrez interviewer Rafael Nadal. Mais aujourd'hui, il est là parmi nous. Mesdames et messieurs, une ovation pour Nelson Montfort. Enfin, il est retardataire, comme tout bon avocat. Tout à l'heure, il assurera peut-être avec moi, avec beaucoup de méchanceté, mais également beaucoup de bienveillance, la reprise de cette finale. Mesdames et messieurs, il est à la fois avocat, mais également champion du monde de Kempo, qui est une discipline de art martial à laquelle je ne connais rien, mais que je vous déconseille de tester avec lui. Mesdames et messieurs, Edmond Fréty. C'est ce jury prestigieux, mesdames et messieurs, qui va maintenant juger les candidats. Pour le 3e prix, j'appelle un duo étonnant, détonnant. Qui eût cru qu'un jour, Bernard Ramanantsoa rencontrerait Gunther Love? Alors, viens par ici, Bernard, reviens. Reviens, Bernard. Tout d'abord, merci pour cette soirée. J'ai bien fait de mettre un bonnet parce que j'ai pas du tout eu chaud pendant ce concours. Si j'ai bien compris, vous êtes majoritairement pour tout ce qui est révolution, rassemblement et mouvement dans la rue. Ce qui me touche dans cette soirée, c'est pas finalement les participants, mais c'est tous les potes qui viennent à chaque fois soutenir ce genre de démarche. Ça, je trouve ça vraiment cool. Comme quoi, vous savez des fois vous rassembler. Merci beaucoup Gunther pour ces mots. Merci beaucoup parce qu'on risque de l'oublier, je le veux dire très vite, à Bertrand qui est le grand organisateur de tout ça. Et donc ça, voilà. Merci à vous tous et à tous les candidats. C'est vraiment une cure de jouvence pour moi. C'est un vrai plaisir de voir ça. Je vais vous faire une confidence. Je pense que vous êtes encore meilleur que les années où j'étais là. Donc vraiment, c'est vous dire le niveau. Vous voyez que c'est un métier quand même de remettre un prix. Hein. Donc voilà, j'ai encore quelques restes. Et donc, sans plus tarder, le 3e prix est décerné à Pauline Jourdan.
peuple d'HEC. Travailleurs, travailleuses, camarades. On nous ment, on nous spolie, on nous exploite et on nous crève. On essaye de nous faire croire que le vieux monde est derrière nous et que nous serons les leaders de celui de demain. Un nouveau monde que nous aborderons tels les Christophe Colomb du leadership, les Magellan de l'entrepreneuriat social. Parce qu'à HEC, on se soucie beaucoup de social, surtout lorsqu'il s'agit de reproduction. Ce soir, HEC, c'est le grand soir. Mais ce soir, camarades, j'ai une triste nouvelle. Ici, révolution rime avec innovation, start-up nation et Emmanuel Macron. Le romantisme est conformisme. Le subversif est au mieux disruptif. Bref, ce soir, la révolution est de droite. Alors que faut-il faire? Aller bloquer Nanterre? Courir à la fac? Se ruer à Tolbiac? D'Auteuil à Arcueil, HEC contre la sélection. Car sans partiel, la vie est belle. Et sans finance, pas d'élite de la France. Cours, camarades. Le monde d'hier est derrière toi. Les villes que l'Europe nous offre sont trop pleines des rumeurs du passé. Vertige des siècles, de l'histoire et de la gloire. Camarades, va, cours, vole et nous venge. Mais de quoi? Contre quoi s'insurger? Le nouveau monde est-il meilleur que le vieux? La fin des codouches et du hardempo, vous trouvez que c'est un progrès? Alors, merci. Alors, si vous le voulez bien, explorons ce vieux monde, laissé peut-être à tort derrière nous. J'ai compris assez jeune qu'il y avait plusieurs mondes, grâce à cette phrase prononcée par une éminente figure de l'Ancien Régime, vieille de bientôt un siècle, haute d'1,50 m, ma grand-mère. Bonne maman donc, qui me répète souvent « Pauline, cela ne se fait dans aucun monde », quand j'ai le malheur de ronger ma ribambelle de cuticule. Bonne maman qui loue le ciel que j'ai eu le bon goût de naître juste après la fin de la rénovation de Notre-Dame de Grâce de Passy pour pouvoir me porter sur ses fonds baptismaux. Bref, il y a le monde de bonne maman et celui des autres. Après cette divine surprise, comme la gourmandise, la suite fut moins glorieuse. Et comme je faisais la honte de la famille sur les cours de tennis, on a espéré que je brillerais plus en cours de latin. Et c'est ainsi qu'après 18 ans de scolarité dans le privé, ma course m'a conduite dans ce temple républicain, ce monastère laïque qu'est la Cagne d'Henri IV. Je suis entrée dans un monde d'un autre temps, hanté par des vieux monsieur bedonnants, déjà poussiéreux du temps où ils enseignaient l'histoire à Macron, ce qui faisait d'eux des vedettes locales, un microcosme qui bruissait de folles rumeurs, dont une question qui nous occupa 2 ans durant. Notre professeur de latin avait-il vraiment ou non été le dernier amant de Barthes? Pas de délégué de classe, parce qu'on peut vivre sans hiérarchie, mais une association de chant choral allemand. J'ai vraiment compris qu'on vivait sur une autre planète le jour où un ami m'a invité à la pièce de théâtre qu'il venait d'écrire, et comme moi je demandais, un peu bourgeoisement, quel en était le sujet, il m'a répondu d'un air ténébreux, c'est un cagneux, c'est une pièce sur le non-être. Et du coup, je suis non venue.
Inutile de vous dire qu'à la maison, on tremblait. Bonne maman craignait que je ne terminasse comme Simone de Beauvoir, qui fit tout de même à Sainte-Marie de Neuilly la découverte de la littérature et de la vocation qui allait faire d'elle la nouvelle Héloïse de l'existentialisme athée. Bonne maman craignait aussi que je ne devinsse une lesbienne gauchiste. Ou pire, que j'épouse un normalien. C'est bien connu, les hommes de gauche sont moins fidèles. Heureusement, j'en ai seulement gardé un certain goût pour les lettres, un peu de théâtre, dans ma manière d'être. Et comme tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, je suis devenue une jeune fille rangée. Je suis restée une jeune fille rangée. J'ai atterri à HEC. Le premier jour du reste de ma vie... Et Loïc ne lève pas la tête. Cette phrase est pourtant de lui. Mes mondes à moi sont pleins de vieux démons. Dans ces conditions, un peu difficile d'être contre la sélection, de vouloir tout foutre en l'air ou d'avoir l'âme simplement un peu révolutionnaire. Ce serait le monde à l'envers. Alors, même si c'est chic d'être nostalgique, ne nous égarons pas à la recherche du temps perdu. Et laissons derrière nous ces mondes fanés, surannés, désuets. Attaquons-nous à la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir-vivre. En avant donc. Brûlons les gaffios, place au PowerPoint. Pas besoin de latin pour être un vrai leader. Un océan de choix s'ouvre à nous. Excel 2 ou gestion fiscale de l'entreprise? Zinc ou Wunder? Telle est la question. Mais même avec un GPA négatif, il faut avoir la force de continuer sa course dans le monde. Cours, Forest. Courons donc. Mais vers quoi? On peut courir après l'argent, courir après le temps, courir derrière quelqu'un, courir derrière les jupons pour certains. On veut nous faire courir. On veut qu'on court. Du concours au stage en banque d'affaires, du diplôme à la plus belle carrière. Et puisqu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, courage, fuyons. Devant de telles perspectives, j'aimerais vous dire en marche, mais le créneau est déjà pris. Alors qu'est-ce qui peut nous faire courir? Moi, je vous propose seulement de courir pour saisir l'instant. Et j'ai envie ce soir de vous livrer un carpe diem, un peu capitaliste, parce qu'on ne se refait pas. Si vous me croyez, camarades, tandis que votre âge gambade, en sa plus verte nouveauté, cueillez, cueillez votre jeunesse, ne laissez jamais la vieillesse ternir votre élan d'HEC. Ne tombons pas, camarades, dans la médiocrité d'une vie moins vaste que nos projets et plus terne que nos rêves. Vivez HEC. Alors, camarades, va, cours, vole et ne te range pas. Pour la remise du deuxième prix, évidemment, Nelson Montfort. Rassurez-vous, compte tenu de ce que je vous ai dit sur ce qui était mon surnom tout à l'heure, je serai bref. I shall be brief. Il est tard et je vous éviterai donc la traduction anglo-américaine de mes propos, n'en déplaise à certains. Alors, le deuxième prix est décerné à non, pas à l'unanimité, parce qu'il y a un premier prix. Donc, le deuxième prix est décerné, mais avec beaucoup d'enthousiasme, à l'un de ces sourires de cette soirée, Olivia Desbrois. Je ne suis pas folle, vous savez. Bonsoir. Non, promis, je suis pas folle et je vais pas vous faire un tour de magie. C'est juste une photographie. En fait, non, c'est un peu mieux. C'est un négatif, un peu capricieux qu'il faut tremper dans l'eau pour le plaisir des yeux.
Alors j'y vais, chers amis, mesdames et messieurs les membres du jury. Je le plonge dans un verre à moitié plein. Je l'accroche juste ici. J'attends un peu et en attendant, je vous souris. Ça tombe bien, on commence à dessiner quelque chose sur cette photographie. Les ombres se dessinent, il y a quelques traits. Au fond, j'aperçois peut-être la Dame de Fer. Oui, c'est ça, Paris, on est dans la ville lumière. Alors, j'allume une ampoule près de moi et tout d'un coup, la photo prend vie. Il y a, on dirait, une rue pavée, un peu sombre. Il en manque parfois un ou deux sur la chaussée. Il y a aussi 3 personnages de différents âges. Bon. Il y a des morceaux de vitres, des affiches déchirées, des vitrines cassées. Et dans le fond, je vois des flammes, on dirait que quelque chose crame. Mais que s'est-il passé ? Alors mon regard se porte au premier plan. En bas à droite, il y a un enfant. Il doit avoir 6 ou 7 ans. Il ne court pas, il ne pleure pas, il ne bouge pas. Son corps est étendu sur le pavé. Il a le front un petit peu déformé et taché d'encre. Et à côté de lui, il y a 2 morceaux de pavé, eux aussi tachés. Alors ce n'est peut-être pas de l'encre. Au-dessus de lui, il y a un autre monsieur, un peu plus âgé, nous l'appellerons le vieux, comme ça ce sera mieux. Il a le visage crispé et tourné vers cet enfant, celui qui ne court plus, celui qui n'a plus peur de rien. Il le regarde, il a la mâchoire serrée, on dirait que son cœur pleure, on dirait que son âme saigne, on dirait même qu'il l'aime. Et si c'était son père, mais que s'est-il passé ? Alors mon regard change de côté, je vais à gauche, sur le trottoir d'en face. Il y a un autre monsieur avec une gueule d'étudiant, moi je le dévisage discrètement. Il est un peu mal fringué, il a un foulard autour du nez qui cache peut-être ses boutons d'acné. Il a une veste en jean délavée, une chemise tressée, un t-shirt uniforme, un jogging Adidas à moitié retroussé et aux pieds des espadrilles secs. Enfin bref, il a le bras levé vers le gamin, celui qui ne court plus, celui qui n'a plus peur de rien. Et le monsieur, l'étudiant aux espadrilles, lui, il n'a plus rien dans la main, le pavé s'en est allé. Mais que s'est-il passé ? Et derrière cet étudiant un peu rebelle, il y a un grand mur. Il est un grand mur blanc cassé, un peu fissuré, un peu tagué, un peu peinturé, un peu moche. C'est un mur imposant avec des airs de barricade sur lequel il est inscrit en lettres capitales, comme un conseil d'amis qu'on dirait tout bas. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Alors, que s'est-il réellement passé ? Miss Abrevis et Spiritu Maxima. Alors voilà, ça veut absolument rien dire, mais l'effet reste le même. Qui de ce trio infernal est le véritable coupable ? Nous verrons bien, véranda ou pas, chandelier ou pas. En tout cas, moi, je me ferai Miss Rose ou Colonel Moutarde, puisque celle-ci nous monte au nez, afin que ce soir, nous soyons fixés. Alors, je vous le concède, ce dossier devrait partir en cour d'assises, mais je resterai debout. Et quoi qu'en dise Saint-François d'Assise, pour juger ces 3 voyous comme il se doit. Non, après, rien d'inquiétant, je ferai ça en épisode, quelques interrogatoires et on passe à l'épilogue. Si, juste en parlant d'épilogue, j'ai remarqué que souvent les candidats, à la fin de leur discours, vous savez, ils rassemblent leurs feuilles comme ça. Bon, moi, j'ai rien écrit sur ces papiers, mais je ferai le même geste. Du coup, si vous voulez applaudir, c'est à ce moment-là. Voilà. Alors, je reprends la photographie, celle qui est devant moi, et je réfléchis qui ferait le coupable idéal. Évidemment, mon regard se porte tout de suite vers la gauche de la photographie. Et j'interroge le jeune homme là-bas au style douteux. Non, pas vous, celui de la photo, monsieur. Bon, alors, et en fait, ça part un petit peu en cacahuète. Le boutonneux s'excite. Bon, il avoue son crime très vite. C'est lui qui a lancé le pavé. Mais après tout, c'est au vieux qu'il en veut. Mieux que ça, il crie haut et fort tel un tribun. Le vieux est l'ennemi du bien. Ils sont partout, gémit-il. À commencer par les supermarchés le samedi matin, alors qu'ils ont toute la semaine pour acheter leur pain. Ils prennent les places assises dans le métro quand nous, on rentre du boulot. Non, c'est plus possible. Là, il faut faire quelque chose. Les vieux, en fait, il faudrait les tuer dès la naissance.
Ah non, mais c'est pas compliqué. Vous voyez, quand ils sont petits, 1 ou 2 ans maximum, on les laisse parler un petit peu. Et dès qu'ils commencent les phrases du type moi, de mon temps, ou bien oui, tu sais, moi, à ton âge, avec un bout de ficelle, un morceau de bois, je m'amusais comme un petit fou. On zigouille. Ah non, mais parce que là, faut couper l'herbe sous le pied à la racine. Sans ça, on se retrouve avec des papys au pouvoir, des vieillards à la télé. Tiens, bonjour Nelson. Bref, toute une tripotée de fripés. Non, c'est plus possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on les tue à la naissance. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans vieux. Alors, c'est vite dit. Donc voilà, je disais donc, c'est pas compliqué, pas de vieux, pas de slogan, pas de pavé, pas de pavé, pas de pavé. On ne peut pas cesser de le répéter. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Bon, alors voilà, cet étudiant rebelle est écœuré. Écœuré d'avoir été bercé d'illusions dans son adolescence, même s'il a peut-être été bercé trop près du mur dans son enfance. Et alors que je m'apprête à interroger le gamin, c'est le père, celui de la photo, qui intervient. Il ne faut pas tout confondre, s'exclame-t-il. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux pour avoir renoncé à son idéal. Et oui, trop de jeunes vivent déjà un train de vie de noix de Saint-Jacques. Ils ont l'œil qui brille à chaque fois qu'un oiseau pète et sirotent des tisanes au lieu de faire la fête. Non, nos bons amis se transforment trop vite en papy et mamie. Et face à cette épidémie qui vaut bien une peste ou un choléra, HEC, mesdames et messieurs, n'est pas en reste. Oui, même à HEC, temple de la teuf, sanctuaire du zouk et de la zik, cathédrale de la binge, petite ou pas, on ne trouve plus que des potes âgés. Et en parlant de potager, vous le voyez venir, je le sens. Parlons-en, mesdames et messieurs, du potageoui. C'est ça le projet de renouveau censé révolutionner l'ancien monde? Un potager à HEC? Pardonnez-moi, mais c'est une vaste blague. Elle est où la nouveauté dans la perma-machin ou machin-culture? Là, je sais jamais dans quel sens on le dit. Hein? Les mecs, attendez, me faites pas croire qu'ils ont inventé le fil à couper l'eau chaude. Ils ont pris 3 concepts vieux comme le monde et ils font passer ça pour une trouvaille géniale en les enrobant dans du vocabulaire plus fumeux que fumier les uns que les autres, à base de perma-design, perma-leading organization, permatozoïdes, et j'en passe et des meilleurs. Alors, non, excusez-moi. Et après, ils viennent nous raconter tout contents que, oui, vous comprenez, si nos radis sont meilleurs, c'est parce qu'en fait, grâce à un phénomène de photosynthèse, ils rejaillissent dans notre flore intestinale pour donner une matière organique très, très riche. Et donc quoi, en fait? On mange notre caca, on composte nos ongles de pied. Et les feuilles de laitue, les défiscalisent aussi, tant qu'on y est? Ah non, mais bonjour le projet de vieux, quoi. Alors, on ne le dira jamais assez, les années rident la peau, mais renoncer à son idéal ride l'âme. Bon, je ne veux faire la morale à personne, mais à mon avis, cette phrase-là, ça vaut le coup de la noter quelque part, vous la ramenez chez vous, puis vous la méditez un petit coup. Histoire de... Enfin donc voilà, il fallait plutôt lire sur ce slogan « Demi-tour camarade, le monde n'est pas vieux, tout dépend de toi ». Alors enfin... Je tourne mes yeux vers le fils de ma Sainte Trinité, le gamin, étendu toujours là sur les pavés. Et tout doucement, il ouvre les yeux et avec des airs de tragédie antique, il récite à ses 2 compères ce quatrain mythique. Ô âge, ô corbillard, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant couru que pour cette infamie?
Et n'avez-vous toujours décollé les pavés que pour voir ce jour jeunesse s'écrouler? Oui, le môme parle en alexandrin. Mais à vrai dire, il reprend plus humblement, comme un petit garçon tremblant. À quoi bon pester contre les vieux et les vieilles qui jouent aux petits chevaux en se curant l'oreille? Après tout, nous ne sommes que des nains assis sur des épaules de géants. Oui, le monde est derrière nous, mais n'oublions pas qu'avant, il a été devant. Alors ce soir, j'aimerais qu'on pense à nos vieux, à nos aînés, à ceux qui tremblent tous les jours comme moi je tremble ce soir, à ceux qui ont tout oublié, à ceux qui se sont oubliés, à ceux qui ont plus de rides que de souvenirs, à ceux qu'on a poussés lentement en petite chaise et ceux qu'on a poussés un peu trop vite au Père-Lachaise, à ceux qu'on aime mais qui sont morts, à ceux qu'on aime parce qu'ils sont morts. Tous ces vieux, mesdames et messieurs, ils se sont battus avant nous, ils se sont même parfois battus pour nous. Ils ont toujours été là, ils nous ont pris dans leurs bras, ils étaient là pour nos premiers pas. Et même le jour où, pour la première fois, on a enlevé les petits trous de mon vélo, là encore, ils étaient derrière moi. Alors, de ce slogan, le gamin, voilà lui ce qu'il a compris. Amour, camarade, ne crains pas, le vieux monde sera toujours derrière toi. Alors, je pose une dernière fois mes yeux sur cette photo en noir et blanc. Pas très pratique. Je pose une dernière fois mes yeux sur cette photo en noir et blanc. Ce soir, mesdames et messieurs, nous déclarerons coupable l'étudiant du premier plan, certes pour avoir jeté ce pavé, mais surtout pour ne pas avoir compris le slogan. Et avec tout ça, ce procès se termine et je me rends compte petit à petit que j'ai oublié de vous parler de moi. Et pourtant, vous vous souvenez, au tout début, j'apercevais de la fumée tout là-haut, là-bas. Il y avait une voiture qui cramait, peut-être, je ne sais pas. Eh bien, croyez-le ou non, cette petite Dedeuche qu'on surnommait Kajibi, vous comprendrez pourquoi, c'était celle de ma mémé, aussi connue sous le nom de la chèvre, mais respectons-la, paix à son âme. On devait partir en vacances avec ton grand-père, mais la capote de la voiture a brûlé. Alors on n'est pas parti à la mer, mais 9 mois plus tard, ton père est né. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors vous voyez, certains naissent d'une capote percée, d'autres naissent d'une capote brûlée un jour de mai 68. Alors vous voyez, gaucho ou pas, potager ou pas, HEC ou pas, on dira ce qu'on voudra, la vie on la doit à nos aînés. Alors oui, parce que le chemin en vaut la peine, parce qu'on aura des ampoules mais qu'on sourira quand même. Parce qu'il est temps de dire à cette jeunesse qui grimace que non, on n'apprend pas aux vieux singes à jeter la caillasse. Et parce qu'avant que ce monde ne parte en couillonnade, je t'en supplie, garde ta jeunesse et cours, camarade. Le premier prix, et je vais demander pour le remettre à Nathalie Saint-Cric de venir nous voir. Rebonsoir, je vais être à peu près aussi bavarde que pendant le débat de l'entre-deux tours. Tout de suite pour vous dire que le diplôme, vous comprenez tout de suite, le premier prix est attribué à Constantin Vaudel.
voulais juste vous dire que les autres discours, enfin, je vais pas vous dire tout était formidable quand dans l'école des fans, mais quand même, on a passé une excellente soirée. Dire à Constantin, quand même, un petit conseil, c'est qu'il a une voix douce, chaleureuse, mais au bout d'un moment, peut-être un peu être endormi. Donc attention à garder un petit peu de tonicité. Et puisque j'ai ricané bêtement au début, quand vous parliez d'un certain nombre de proverbes, je voulais soumettre à votre sagacité un proverbe de Lao Tse qui est: on ne peut pas en vouloir à une passoire d'avoir des trous. Ça pourrait être un des thèmes pour vous l'an prochain si vous repassez le concours d'éloquence. Merci. La barricade ferme la rue, mais ouvre la voie. Alors quand j'ai vu mon sujet, je me suis dit, c'est un peu sagesse orientale, un peu slogan de 68. C'est un peu tôt, pas encore, s'il vous plaît. Mais c'est surtout un peu novlangue. Vous savez, ces phrases qui a marqué sur des programmes politiques, pour vous expliquer avec des formules très compliquées que très simplement, vous allez dire au revoir à votre rue pendant Dieu sait combien de mois, avec votre voiture aussi. Avec votre voiture aussi. Grosso modo, vous dites au revoir à votre confort, à votre petite balade, votre petite promenade, parce que vous savez qu'un bien supérieur est en train de se réaliser. Il y a l'aspect matériel, on ferme la rue, mais il y a l'aspect spirituel, presque métaphysique, on ouvre la voie. Alors on ne sait pas ce que c'est, mais on trouve ça beau. Malheureusement, en bon parisien râleur, c'est un pléonasme, je n'ai retenu que l'aspect matériel et très vite je me suis posé cette question. Quel besoin de barricades pour fermer nos rues quand Anne Hidalgo s'en charge si bien ? Bon, ça c'est la petite blague de droite, c'est grossier, c'est cliché, mais on la casse quand même. On le sait qu'il y a des gens ce soir qui sont venus en voiture, ils ont pesté contre elle, donc elle est pour eux. Et puis généralement c'est des vieux, donc on leur a déjà tapé dessus. Mais derrière cette confusion se cache une réalité. La réalité, c'est celle de l'abstraction de la barricade. L'abstraction de mai 68, dont notre génération est beaucoup trop éloignée. Peu de personnes dans cette salle peuvent se targuer d'avoir connu mai 68. Le peu de personnes qui peuvent se targuer de l'avoir connu sont assez âgées et sont en train de s'endormir. J'en ai vu quelques-unes. Troisième rang, on reste accroché, ça va bientôt finir. Plus sérieusement, mai 68 est loin, est très loin de notre génération. Vous voyez-vous aujourd'hui vivre avec des barricades dans vos rues ? Imaginez-vous seulement ici sur ce campus avec des barricades. Une barricade ferme le rue ? Bon, je ne sais pas très bien ce que ça va ouvrir, en tout cas pas notre appétit. D'autre part, si on veut bloquer cette école, cette magnifique école qui est HEC, où on est plus 69 que 68, désolé c'est de l'humour grèveleux, où on est plus con et bandit que Cohn-Bendit, où l'on est plus cocktail Eristoff que cocktail Molotov. Pour bloquer HEC, disais-je, il ne faut pas de salles occupées, de pavés arrachés, de poubelles brûlées. Il suffit qu'il neige. Et puis enfin, imaginez que l'on bloque ce beau bâtiment des études. Je ne suis pas sûr qu'un grand nombre d'élèves s'en rendent compte. Ils se reconnaîtront dans l'assistance, ceux qui en ont tellement l'habitude qu'ils sont en train de chercher la feuille d'émargement pour la signer et repartir chez eux. Mais trêve de blagues campusardes. On m'a trop mis en garde contre ce danger, contre le fait que de notre belle ville de Jouy, j'osasse trop parler. Revenons donc à nos moutons. Et je parle bien de ces révolutionnaires en peau de lapin, bêtes comme des oies, qui sont montés sur leurs grands chevaux lorsqu'ils ont compris qu'Emmanuel Macron allait ménager le chou plutôt que la chèvre. Tout ça pour détaler comme des lièvres lorsque les poulets ont débarqué. Vous l'aurez compris, c'est un peu la ferme des animaux. Mais parfois, on aimerait bien que les animaux la ferment. Excusez ma sévérité, loin de moi l'idée de mettre tous les gens qui manifestent dans le même panier.
C'est juste que parfois, la simple vue d'une barricade, l'évocation d'une rébellion, en fait perdre la tête à plus d'un sans que je ne me l'explique. Petite anecdote, j'aime les anecdotes. Il y a 50 ans, rue Gay-Lussac, théâtre des affrontements les plus violents de mai 68, les manifestants avaient érigé une double barricade. Ce qui fait que lorsque les CRS sont chargés, eh bien, ils se sont retrouvés bloqués dans leur double construction. Piégés rue Gay-Lussac dans un cul-de-sac pas très joyeux, ils étaient alors la plus belle illustration de ce vers d'Hugo dans son poème Sur les barricades, que ton âme ignorante est une âme sublime. Hugo parlant ces mots de Gavroche. Gavroche est un personnage des Misérables dont j'aimerais bien vous faire Cosette. Gavroche, c'est l'esprit de la barricade. Pendant que ses pairs, trouillards, se cachent derrière la barricade, car ils ont peur des taquets, Gavroche part au-delà de la barricade et sautillant va récolter les balles qui traînent sur les cadavres, se jouant des fusils qui le mettent en joue. Alors si à la fin l'enfant meurt, car oui il meurt pour ceux qui n'ont pas lu le livre, nous retiendrons surtout l'admiration de Victor Hugo, cette admiration qui nous dit bien que la barricade n'est pas juste une barrière derrière laquelle on se réfugie, mais aussi un tremplin pour aller plus loin. Mais assez de considérations passéistes, comme l'ont dit 50% des candidats ce soir, cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Alors je cours, j'arrête de regarder derrière moi, et je me révolte. Je pars, et chanceux que vous êtes, je vous emmène avec moi. Nous sommes le 30 avril, je me réveille, mon cœur bat à la chamade, je me sens des pulsions de barricade. Une fois habillé, sans culotte, je prends le chemin de la rue, mais fait fausse route, El Krief, qui me le rappelle. El Krief, forcément, ça s'entend. 100 ans d'acquis sociaux que je ne compte pas lâcher d'ailleurs. Après tout, on est là chez nous, alors lâchez-nous la grappe. Après mûre réflexion, je vais à l'Élysée, voir l'élu. Je tombe sur Édouard Philippe, le videur, celui qui vide le code du travail, vous savez. Et il me dit que le président a pris la poudre d'escampette et non de perlimpinpin, et qu'il est parti en Australie signer des accords. En désaccord, je réplique qu'il peut très bien, depuis son palace, signer ses accords hôtels, au téléphone, quoi. Le ministre me répond que le président reviendra bientôt de Melbourne. Jason, le chauffeur, ira le chercher. Mais avant cela, il doit finir sa partie de Brigitte. Le ministre, confus, conclut que si quelqu'un est à blâmer, ce n'est pas lui. Cependant, ne dit-on pas que Sidney, toi, c'est donc ton frère? Si, on le dit, mais ça n'a aucun rapport. Déçu, je pars, je boude et fais la moue dans le pré Carité, un petit champ mignon de Paris. Frustré, je sens que le débat connaît des hauts, des bas, mais n'avance pas. Je m'insurge alors, ma décision est prise. Le jour de la fête du travail, j'irai défiler en 1er mai, ce ne sera pas chose aisée. Je réunis alors une équipe d'experts des peuples. Moi-même au pôle technique, Natacha au pôle ONI, Pedro Miguel au pôle État et Jean au pôle Sartre. Nous sommes désormais le 1er mai, fameux jour de la Syndicat. Les quarts de manifestants affluent vers la capitale et une bonne ambiance s'installe, tandis que Jean-Baptiste Monnier en tête, les choristes entament leur tube « Vois sur ton cheminot ». Arrive ensuite l'Alceste de la politique, notre Bernie Sanders au rabais, Jean-Luc Mélenchon, que le peuple ne comprend plus guère. En effet, malgré toutes les barricades qu'il a côtoyées,
Les voies du sénateur sont impénétrables. Il descend dans la rue, il bat le pavé, dès qu'il y a une manifestation populaire, il en est. C'est plus Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Delarue. Il faut dire que des chemins de fer à la cocaïne, il n'y a qu'un rail. Mais je m'égare, et la manifestation s'apprête à commencer, quand soudain, la violence éclate. Les images, nous les avons vues, nous avons vu les mêmes, nous savons tous ce qui s'est passé. Un désastre, une catastrophe, on aurait dit presque une guerre civile. À la fin de la journée, je fais le bilan, les faits, on s'en fiche. Malheureusement, ce qui importe, c'est ce que l'on retiendra. 50 000 manifestants, 36 selon la police, bâillonnés par 1000 casseurs, 5 millions selon Marine Le Pen. C'est un peu la loi faible des grands nombres. Ou pas, enfin je sais pas ce que c'est. On retiendra surtout qu'il n'y avait qu'un groupe, malheureusement. Ils en voulaient à Macron, ils s'en sont pris à McDo, ils voulaient défendre leur dimanche et ils ont attaqué le Sunday. Rapidement, l'explication du désastre me vient. Il n'y a pas eu de barricade, aucune. Il n'y a eu qu'un déferlement de haine, de colère, des agressions qui se sont submergées entre elles, sans rien pour les arrêter. Et c'est justement là l'utilité de la barricade. La barricade suspend la guerre, le temps de se construire, le temps de négocier. La barricade, c'est ma manière de résister. C'est ma citadelle inébranlable. C'est mon fort Nelson. Mon fort Nelson que l'on aurait pu imaginer commenter ce 1er mai ainsi. Quelle scène d'horreur, what a scary movie! Je suis terriblement choqué. I am terribly showcased. Ils ont pris un McDonald's pour cible et elected Donald Trump. Il a littéralement plus des coups sur le restaurant. It's literally raining men, hallelujah! Si vous me permettez toutefois, mon cher Bertrand, un mot pour conclure, une petite touche humoristique, a little touchdown. Peut-être qu'en ce vendredi 1er mai, les casseurs se sont dit « Vendredi, tout est permis. Tous les jours, négro, c'est Friday ». Alors, oui, quand on se révolte, quand on se rebelle, tout est permis, évidemment. Mais pas avec la barricade, non. Très sérieusement, la barricade n'est pas un simple outil, une palissade. Non, elle n'est pas non plus un défouloir. Elle est ce splendide édifice qui divise et qui oppose le père et le fils. Elle est cet amas de ferraille que nourrit la mitraille. Elle est cette tribune d'où monte le cri sourd d'une foule opportune. Il s'agit bien de comprendre que la barricade est double. Elle est deux personnages en un. Elle apaise et violente en même temps. Elle n'a ni le tort du casseur, dont le message ne peut être entendu, ni celui du naïf, du candide, dont le message est tu. Quand un système oppresse, quand un système ignore, il faut l'enrayer. Non pas le détruire, non pas le quitter, mais le faire s'arrêter. Que fait la barricade, sinon un grand hiatus, afin que les avis autrefois opposés se mettent dans la quête d'un consensus? Le problème de la vie, cette sale race, c'est qu'elle poursuit son cours, inlassablement, et qu'elle ne s'arrêtera pas. Et que quand vous êtes du mauvais côté, eh bien personne ne s'arrêtera pour vous. Et la vie continuera son cours tranquillement, tellement tranquillement qu'on en oublierait que des gens souffrent, que des gens ont envie d'hurler leur malheur, si seulement il y avait des oreilles pour les entendre. Justement, la barricade vient suspendre tout cela. Oui, la barricade ouvre. Elle ouvre au dialogue. Elle brise un quotidien qui doucement nous drogue. Elle dessine des chemins que souvent l'on contourne et brise la routine afin que la roue tourne.
Plus de pain, plus d'essence, plus de machines, plus d'usines. Les barricades de mai 68 ont fermé les rues, ont presque fermé notre pays, mais elles ont assurément ouvert la voie à une France qu'on peut légitimement juger plus juste. Mais aujourd'hui, il semble que l'on ait perdu cette alchimie de guerre et de débat, ce mélange complexe qui fait la barricade. Sans cette dichotomie, la barricade n'est qu'une agression muette, une agitation sourde, mais elle est sûrement vouée à l'échec. La barricade qui ferme la rue et qui ouvre la voie, oui. Le bloqueur qui ferme sa fac mais qui ouvre sa gueule, non. On a perdu au change. Néanmoins, je veux être indulgent avec ce bloqueur que je comprends, à défaut d'être d'accord avec lui. Il a la jeunesse, il a l'insouciance et tous ses défauts qui sont autant de bénédictions. Et surtout, le bloqueur a ses raisons que la raison d'État ignore. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Alors, face au discours qui tue, qui embrigade, on s'insurge et sur des airs de printemps, on descend dans la rue dresser des barricades. Les pneus, cuits, sentent bon dans les bons soirs de mai, les pavés sont muets, masse informe et grégaire, le vent portant des cris qu'on n'entendit jamais à des parfums de vie, à des parfums de guerre. La vie, la guerre, on retrouve là l'aspect éminemment dual de notre barricade. S'il fallait enfin retenir une chose de la barricade, c'est qu'elle nous fait rencontrer, elle nous confronte, elle nous fait découvrir des horizons que l'on ne connaît pas, d'autres personnes, d'autres histoires, d'autres pensées, des idées politiques dont on est proche, dont on est éloigné. Et surtout, elle nous met en contact de facto avec des entités que l'on n'aurait jamais imaginées. Finalement, la barricade fait se rencontrer celui qui veut agir, celui qui ne veut pas, celui qui a des bras, celui qui a le droit, celui qui est d'ici, celui qui est de là-bas, celui qui se veut Malcolm, celui qui se veut Mahatma, celui qui fait la lutte, celui qui fait débat, celui qui ferme la rue, celui qui ouvre la voie. Je vous remercie. Cette année, le jury a eu à cœur de décerner un prix spécial dont nous allons vous dévoiler à la fois la justification et la teneur. Et pour remettre ce prix spécial, j'appelle Emmanuel Duez et Daphné Burki. Tiens-le à la main. Non mais ça tombe bien en fait que le micro soit dans la mauvaise position. Parce que ça vous rappelle peut-être un moment de ce concours où il n'a jamais trouvé le sens du micro. Et on a beaucoup souffert avec lui. Ça a été un moment éprouvant. J'ai cru qu'il allait faire Isabelle Adjani, demander un verre d'eau au bout d'un moment. Et puis il a réussi quand même. Alors ce prix, cette fois-ci je relève le micro, vous l'avez compris. Ce prix d'improvisation est remis à Alexandre, mais nous allons vous expliquer pourquoi. Alors Alexandre, tu n'as pas su tenir ton texte, mais tu aurais dû tenir ta langue qui a pendu pendant 10 minutes devant nous. Non, à un moment donné, on s'est un peu perdu, on ne savait pas si vous partiez à droite ou à gauche, mais en fait, c'était pas grave, parce que quand l'exercice est terminé, en effet, vous nous avez bluffé sur les réponses, sur cette spontanéité incroyable que vous avez. L'exercice que vous avez fait, on serait bien incapable de le faire, mais par contre, cette improvisation, on voulait la saluer. Il n'existait pas ce prix, on a décidé de créer ce prix. Donc bravo, Alexandre.
Pourtant, j'avais mis des talonnettes. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi! C'est comme ça que Thierry, mon oncle, avait coutume de conclure son anecdote fétiche, à laquelle je n'ai jamais rien bité, où se hissaient pêle-mêle les barricades, les bandes nanterres, des cheveux longs et sales, où il défendait des idées politiques un peu plus gauchistes que ce à quoi ma famille m'avait habitué, et où il égrenait des slogans politiques à la mort moelleux qui changeaient à peu près à chaque version de l'anecdote, tout en tentant désespérément d'allumer la mèche d'un cocktail Molotov qui n'a finalement jamais explosé. Notre fringant camarade, Thierry donc, a désormais la soixantaine sacrément bien sonnée, le ventre trop bedonnant et le souffle trop usé pour courir bien loin. À croire que le monde l'a rattrapé et la vieillesse avec. « 50 ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts. Il a brillamment quitté Nanterre, sa maîtrise de droit des affaires en poche. Il s'est coupé et gominé les cheveux. Les utopies et l'école Mao sont au placard, remplacées par le pragmatisme et la cravate, sauf le vendredi, car pour être devenu avocat d'affaires, on n'en est pas moins resté un peu subversif. Des vestiges de vie bohème gisent ça et là dans son salon. Quelques guides du routard, un manifeste de Bakounine et des vieux vinyles de rock à la dérive, une biographie du Tché, noyée sous celle d'Elon Musk et de Steve Jobs, des flots de The Economist, d'Harvard Business Review et de bouquins de développement personnel pour managers à tendance dépressive. Bref, les vinyles des Creedence Clearwater Revival se sont arrêtés de tourner, mais le vieux monde, lui, continue de plus belle. Lorsqu'il se remémore ses jeunes années, invariablement, Thierry en rit. Et il s'en excuse. Il ne reste plus grand-chose de 68. Et Rothschild tient toujours debout, et Lazare est ressuscité. Oui, on peut faire rire avec une banque d'affaires et l'Ancien Testament. Ce qu'il en reste est aussi révolutionnaire que ces retraités qui manifestent contre la hausse d'un point de la CSG, aussi corrosif que l'association d'HEC Contre-Courant, moins connue pour ses cocktails Molotov que pour ses Cuba Libre post-conférence, et dont les membres poussent le don de soi jusqu'à accepter des stages en corporate finance, mais pas en M&A, question de principe. On serait tenté de le croire, mais 68 a apporté beaucoup de grands mots, mais aucun grand remède. Le camarade a couru. Maintenant, la récréation est terminée. Il s'agirait de se remettre en rang. Cette révolution de préau n'aurait été qu'effet de masse et effet de mode. Moi-même, conformiste jusqu'au bout des ongles, plus le bêta de la meute que le mâle alpha, plus pot de souffle que Serpentard, suiveur jusqu'au boutiste, ayatollah du grégaire, bolchevique de l'opinion dominante, je vous confesse que j'aurais farouchement défendu les barricades début mai,
avant certes de les démonter 15 jours plus tard, en prenant bien garde à dépoussiérer les rues et à transmettre les objets trouvés à monsieur l'agent, tout en pestant contre la chienlit. Gauchiste un jour, gaulliste au lendemain, et toujours plein d'entrain. La rengaine nous a été assez rebattue, on ne changera pas le monde, c'est entendu. Il faudrait faire œuvre de philosophie. Apprenons à aimer le vieux monde, c'est ce qu'aurait dit Épictète, lui qui est à la fois plus ancien, plus grec et moins con que moi. Ainsi donc, pour vivre avec son temps, il faudrait non seulement marcher avec le vieux monde, mais encore l'aimer. N'être plus excité par ce qui est rebelle, mais par ce qui est conformiste. Révérons les uniformes, les titres, les diplômes. Apprenons à apprécier les charmes austères des préfets, des notaires, des sénatrices. La sensualité brûlante des bureaucrates. Et prenons-nous éperdument des experts comptables, fantasmons sur patrons, patronnes et leaders de tout poil. Ainsi, combien de fois m'éveillais-je en sursaut, murmurant dans mes rêves les plus torrides, « Viens dans mes bras, ma juriste, ma consultante, mon auditrice. Tu es ma CDO, ma CTO, ma CEO, ma CFO, ma CEO !» Détrompons-nous, l'amour, jadis enfant de bohème, est devenu enfant de barème, celui de nos grilles de salaire. Et s'il n'a jamais connu de loi, encore maîtrise-t-il à merveille les règles de l'optimisation fiscale. Je me garde bien de juger, de condamner. Avarice, ce n'est point là un défaut. La vénalité n'est pas vénielle, j'ai fait suffisamment de catéchisme pour le savoir. N'ayez donc pas peur de réveiller le requin qui sommeille en vous. Si vous avez l'âme stratège, devenez consultant. Si vous avez l'âme ambitieuse et industrieuse, devenez financier. Si vous avez l'âme rigoureuse et pointilliste, devenez comptable. Et si, par malheur, vous avez vendu votre âme, ne désespérez pas. Encore pouvez-vous devenir avocat. Loin du cœur d'artichaut, le noyau de l'avocat est un monstre vert d'avarice, dissimulé sous une peau rugueuse de respectabilité. Ils couvrent leurs bas intérêts sous leur toge et la vermine de leur être sous l'hermine de leur épitoge. Ces pantins désarticulés qui surarticulent, à milieu de la franchise décomplexée des managers et autres banquiers, sont la lie du vieux monde. Ils m'inspirent un complexe sentiment qu'en la langue française, seul le verbe conchier pourrait approximativement rendre. Napoléon, moins con mais plus grossier que moi, disait de Talleyrand, c'est une merde dans un bas de soie. Mais quittons, si vous le voulez bien, un instant ces êtres sordides. Mon oncle Thierry, certes, ne court plus, mais le temps, lui, si. Cela fait un moment que je déclame ce que l'on me réclame, et parfois gentiment, j'aimerais bien qu'on m'acclame, mais il est temps que je me calme. Trêve de raillerie, de violence gratuite et de grossièreté. Avant d'apprendre à causer, j'aurais dû apprendre à doser. Passons donc aux aveux. Et c'est un aveu de faiblesse. Je serai sincère, cette phrase me touche profondément. Peut-être pour cette énergie du désespoir. Cette force virevoltante, souriante, vibrionnante, celle d'un David narguant Goliath. Cette élégance d'une fourmi lancée à l'assaut d'un ouragan. Tout cela ne force peut-être pas le monde, mais au moins le respect.
Débarrassons-nous un instant du cynisme, de la raillerie, de la froideur dont nous autres, étudiants d'HEC, sommes si souvent imbibés. Et Dieu sait que nous le sommes peut-être trop souvent. Imbibés. Nous avons besoin de jeunes loups, mais assoiffés de rêves et d'accomplissements. Ainsi, la bouillonnante énergie qui animait Thierry il y a un demi-siècle aura, quelque part, subsisté. On verra toujours de ces têtes brûlées pour reprendre le flambeau de la désinvolture. Au sein même de cette institution, on croise parfois de ces étranges animaux, entre chiens et loups, entre anges et démons. Entre autres, citons quelques spécimens d'un club de rugby qui, en attendant peut-être de briser à coups de butoir le vieux monde dans leur bon jour, démolissent pour l'instant à coups d'extincteur les murs de la résidence dans leur mauvaise nuit. Ce sont ces mêmes jeunes loups aux dents longues qu'un commentateur YouTube éclairé de l'édition précédente de ce concours, qui répondait au doux nom d'inadmissible panda, qualifiait allègrement d'élite éclairée et entreprenante, tandis que le général de Gaulle disait d'eux que c'était une brochette de bourgeois morveux alcooliques, à moins que ce ne soit l'inverse. Et peu important, à vrai dire, je me garderais bien de trancher. C'est d'ailleurs bien un loup que La Fontaine, plus sage, plus lettré et aussi optimiste que moi, un loup donc que La Fontaine recourait pour représenter, face à la servitude du chien, la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Valeurs pour lesquelles Maître Loup n'aurait rien donné, pas même un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Alors Alexandre, vous qui êtes titulaire d'un triste record, le cocktail Molotor, c'est combien de degrés? Trop pour être bu. Et Alexandre, puisque en devenant avocat, j'ai vendu mon âme au diable, et qu'est-ce que j'ai eu en contrepartie? À vous voir, je me demande bien. Alexandre, est-ce que tu peux nous décrire le loup que tu es en train de regarder sur la photo? Je commencerai par vous parler de ma sœur. Elle s'appelle Sibylle et on est jumeaux. Ce que nous regardons au loin n'est pas un loup, du moins pas que je sache, mais la jungle béninoise où nous étions il y a 4 ans de cela. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à répondre. Alexandre, peux-tu compléter femme qui ne rit pas? Ne sera pas dans mon lit, mais même en faisant rire les femmes, j'en ai jamais eu. Donc de toute façon, vous voyez. Une question technique mais importante. Je n'ai pas encore posé la question. À Versailles, à combien est le demi? Alors, il faut distinguer 2 écoles, 12 bars, 3 places
Et encore bien plus. D'abord. Il doit être très cher. Non. Les demi varient de 2,50 € à une dizaine d'euros pour les bars les plus huppés et les plus chers. On trouve donc une large gamme, parmi laquelle, toutefois, je vous recommande un bar sympathique qui s'appelle le Novateur, dans laquelle Triple Carmélite ne coûte que 2,70 €. Donc n'en prenez pas 66,5 tout de même, ce serait fâcheux. Mais je vous le recommande tout de même. Je veux juste... Non. Ça, c'est la mauvaise surprise. Je veux juste savoir quelle était votre définition de l'élite. Vous en avez parlé beaucoup. Puis manifestement, on est environné. Est-ce que vous considérez que vous faites partie de l'élite? Ou d'une certaine forme d'élite? Et si oui, laquelle? Si je fais partie de l'élite, oui, et cela m'effraie. Et cela devrait vous effrayer aussi, et toute la France d'ailleurs. Désolé. Je suis un incompétent, un incapable. J'appartiens à ces élites un peu maudites, celles dont on espère bien qu'elles n'auront jamais aucun pouvoir. Voilà. Et indépendamment de la photo qui est derrière toi et de votre voyage au Bénin, est-ce que tu penses que ta sœur a vu le loup? Et allez prétendre qu'il n'a pas vendu son âme. Je voulais tout de même vous signaler par acquis de conscience que j'ai oublié un mot. Voilà, vous m'avez donné au début. Alexandre Schwerer.